Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un personnage majeur de l'histoire, Xerxès Ier, roi des rois de l'Empire perse, membre de la dynastie achéménide, désigné dans les textes comme Xerxès le Grand. Il reprend à son compte l'ambition de son père de conquérir la Grèce en lançant ses vastes armées dans la deuxième guerre médique. Vous voulez en savoir plus sur Xerxès Ier? Venez avec moi. Xerxès Ier est remarquable dans l'histoire occidentale pour son invasion de la Grèce en 480 avant Jésus-Christ. Ses forces envahissent la Grèce continentale au nord de l'isthme de Corinthe, jusqu'à ce que les pertes de Salamine et Platée, un an plus tard, annulent ses gains et mettent fin à la deuxième invasion de manière décisive. Cependant, Xerxès réussit à écraser les révoltes en Égypte et à Babylone. Le grand roi de Perse a également supervisé l'achèvement de divers projets de construction à Suse et à Persépolis. Xerxès est identifié au roi Assuérus dans le livre biblique d'Esther, que certains érudits considèrent comme une romance historique. Il n'y a cependant rien de proche d'un consensus quant à l'événement historique qui a servi de base à l'histoire. Une grande partie de la mauvaise réputation de Xerxès est due à la propagande du roi macédonien Alexandre le Grand, qui l'a vilipendé, afin de démontrer la supériorité de la culture et de l'art grec. Mais on peut considérer la représentation de Xerxès comme plus nuancée et tragique dans le travail de l'historien grec contemporain Hérodote. De nombreuses tablettes d'argile de l'époque achéménide et d'autres rapports écrits en élamite, acadiens, égyptiens et araméens sont souvent contradictoires avec les rapports des auteurs classiques, c'est-à-dire Stésias, Plutarque et Justin. La mauvaise image de Xerxès est avant tout due à la haine des Grecs pour les Perses. Le père de Xerxès Ier est Darius Ier le Grand, 521-486 avant Jésus-Christ, bien que lui-même ne soit pas membre de la famille de Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse. La mère de Xerxès, Atossa, est une fille de Cyrus le Grand, permettant de légitimer le pouvoir de Darius Ier et surtout de Xerxès, né vers 518 avant Jésus-Christ. Xerxès Ier est le quatrième souverain de la dynastie achéménide. Il règne d'octobre 486 jusqu'à son assassinat le 4 août 465. Manéthon mentionne que le grand roi est nommé Xerxès le Grand et qu'on lui compte 21 ans de règne. Il fut désigné héritier du trône par son père, à la place de son demi-frère aîné Artobazénès, à l'âge de 36 ans. Selon le dialogue grec premier Alcibiade, qui décrit l'éducation typique et l'éducation des princes perses, ils ont été élevés par des eunuques. À l'âge de 7 ans, ils ont appris à monter à cheval et à chasser. À l'âge de 14 ans, ils ont été pris en charge par 4 enseignants de souche aristocratique qui leur ont appris à être sages, justes, prudents et courageux. Les princes perses ont également appris la base de la religion zoroastrienne, et à être honnêtes, à faire preuve de retenue, et à être courageux. Le dialogue ajoute que la peur pour un Perse est l'équivalent de l'esclavage. À l'âge de 16 ou 17 ans, ils ont commencé leur formation militaire pendant 10 ans, qui comprenait la pratique du tir à l'arc et du javelot, la compétition pour des prix et la chasse. Par la suite, ils ont servi dans l'armée pendant environ 28 ans, puis ont été élevés au statut d'anciens et de conseillers du roi. Ce récit de l'éducation parmi l'élite perse est soutenu par la description faite par Xénophon du prince achéménide Cyrus le Jeune, 423-401 avant Jésus-Christ, qu'il connaissait fort bien. Appelé à la cour par son ami le stratège Proxène de Thèbes, Xénophon rejoint en observateur l'expédition de Cyrus le Jeune contre son frère Artaxerxès II. Des zones d'ombre demeurent cependant dans la vie de Xerxès Ier. On ne sait pas s'il avait appris à lire ou à écrire. Les Perses privilégiant l'histoire orale à la littérature écrite. Certains historiens suggèrent que l'éducation de Xerxès n'était peut-être pas très différente de celle des rois iraniens ultérieurs, tels qu'Abbas le Grand, shah de l'Empire safavide au XVIIe siècle. À partir de 498 avant Jésus-Christ, Xerxès réside dans le palais royal de Babylone.
Alors que Darius Ier se préparait à une autre guerre contre la Grèce, suite à sa défaite à Marathon lors de la première guerre médique, une révolte déclenchée en Égypte en 486 en raison des lourdes taxes et de la déportation d'artisans pour construire les palais royaux de Suse et de Persépolis, les détourne d'un temps de la Grèce. Le roi étant tenu par la loi perse de choisir un successeur avant de partir pour des expéditions dangereuses en cas de mort pour éviter une guerre de succession ou la vacance du pouvoir. Lorsque Darius Ier décide de partir en 487-486 avant Jésus-Christ, il prépare également son tombeau dans la montagne à 5 km de son palais royal de Persépolis, tout en nommant Xerxès comme son successeur. Cependant, Darius Ier ne pouvant mener la campagne en raison de sa santé chancelante, il mourra en octobre 486 à l'âge de 64 ans, avant d'avoir maté la révolte d'Égypte et d'avoir relancé la guerre contre la Grèce. Artobazane revendique la couronne en tant qu'aîné de tous les enfants de Darius, tandis que Xerxès, d'autre part, soutenait qu'il était le fils d'Atossa, la fille de Cyrus le Grand, et donc avec une légitimité supérieure à tous les autres enfants. Xerxès Ier a également été aidé par un roi spartiate en exil, qui était présent en Perse à l'époque, le roi Eurypontide d'Amaratus, qui a également fait valoir que le fils aîné n'avait pas universellement le meilleur droit sur la couronne. Car selon la loi spartiate, il stipulait que le premier fils né alors que le père était roi est l'héritier de la royauté, sans aucune discussion. Certains érudits modernes considèrent également la décision inhabituelle de Darius de donner le trône à Xerxès, à la suite de sa considération du prestige particulier dont jouissaient Cyrus le Grand et sa fille. Artobazane est né de Darius le Sujet, tandis que Xerxès était le fils aîné, né après l'ascension de Darius Ier sur le trône de Perse. Et la mère d'Artobazane était de condition roturière, tandis que la mère de Xerxès Ier était la fille du fondateur de l'Empire achéménide. Xerxès fut couronné et succéda à son père en octobre-décembre 486 avant Jésus-Christ, alors qu'il avait environ 32 ans. En tant que roi de Sparte, Demaratus est principalement connu pour son opposition au second roi de Sparte, Cléomène Ier. Il doit s'enfuir après sa destitution, où il obtient asile et terre dans les villes de Thérouanea et Alisarna autour de Pergame en territoire perse, où ses descendants Eurysthène et Proclès règnent encore au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Demaratus a également accompagné Xerxès Ier lors de son invasion de la Grèce en 480 avant Jésus-Christ, lors de la Seconde Guerre médique, et aurait averti Xerxès de ne pas sous-estimer les Spartiates avant la bataille des Thermopyles. La transition du pouvoir avec Xerxès s'est faite en douceur, encore une fois en partie grâce à la grande autorité d'Atossa et son ascension au pouvoir royal, n'a été contesté par personne à la cour ou dans la famille achéménide, ou par aucune nation sujette. Xerxès Ier peut à présent régner en maître sur l'Empire perse. Après son avènement en octobre 486, Xerxès doit faire face aux premiers troubles dans l'Empire perse, dont les révoltes de la population en Égypte que son père n'avait pas eu le temps de mater du fait de sa mort. Xerxès Ier décide de prendre la tête de l'armée qui se rend en Égypte, car la révolte semble avoir été suffisamment dangereuse pour que le grand roi dirige personnellement l'armée pour rétablir l'ordre, ce qui lui a également donné l'occasion de commencer son règne par une campagne militaire, et ainsi augmenter son prestige et affirmer son autorité sur son armée et ses sujets. Xerxès réprime la révolte en janvier 486 avant Jésus-Christ et nomme son frère Achéménès satrape du pays, remplaçant le précédent satrape qui a été tué durant la révolte. La répression de la révolte égyptienne a épuisé l'armée qui avait été mobilisée par Darius au cours des 3 années précédentes. Xerxès doit également faire face à des troubles à Babylone qui se révoltent au moins 2 fois sous son règne. La première révolte éclate en juin ou juillet 484 avant Jésus-Christ, menée par un rebelle du nom de Bel Shimani, qui est écrasé rapidement,
2 ans plus tard, Babylone produit un autre chef rebelle, Shamaz. Cette révolte semble plus menaçante et mieux organisée. En effet, à partir de l'été 482 avant Jésus-Christ, les rebelles s'emparent de Babylone et d'autres villes voisines, telles que Borsippa, Dilap. La rébellion est vaincue qu'en mars 481 avant Jésus-Christ, après un long siège de Babylone. La cause précise des troubles dans l'ancienne capitale est incertaine. Avant ces révoltes, Babylone avait occupé une position spéciale au sein de l'Empire perse. Les rois achéménides avaient été titrés comme rois de Babylone et rois des terres, percevant la Babylonie comme une entité quelque peu distincte au sein de leur empire, unis à leur propre royaume dans une union personnelle. Xerxès Ier a abandonné le titre de roi de Babylone dans sa titulature pour diviser la satrapie babylonienne, auparavant grande, représentant la majeure partie du territoire de l'empire néo-babylonien, en sous-unités plus petites. En utilisant des textes écrits par des auteurs classiques, on suppose souvent que Xerxès a exercé une vengeance brutale sur Babylone, à la suite des 2 révoltes. Selon les auteurs anciens, Xerxès a détruit les fortifications de Babylone et endommagé les temples de la ville par représailles, comme symbole de sa toute-puissance et comme menace à l'encontre des velléités de révolte. Une fois les révoltes matées et l'empire stabilisé, Xerxès Ier décide de venger l'échec et l'humiliation de son père à la bataille de Marathon. Il prépare longuement l'invasion de la Grèce continentale à partir de 483 avant Jésus-Christ. Xerxès prépare son expédition. Le canal de Xerxès fut creusé à travers l'isthme de la péninsule du mont Athos. Des provisions furent stockées dans les stations sur la route traversant la Thrace, et 2 ponts flottants connus plus tard sous le nom de pontons de Xerxès furent construits sur l'Hellespont. Des soldats venant de nombreuses nations ont servi dans les armées de Xerxès afin de faire l'invasion de la Grèce. Des soldats sont recrutés dans tout l'empire multiethnique et massif dont Xerxès était le dirigeant. Des Assyriens, des Phéniciens, des Babyloniens, des Égyptiens, des Juifs, des Macédoniens, des Thraces européens, des Péoniens, des Grecs achéens, des Ioniens, des insulaires de la mer Égée, des Éoliens, des Grecs du Pont, des Colchides, des Indiens et bien d'autres peuples minoritaires. Il aurait levé une flotte de 1200 navires et une armée de plus d'1 million d'hommes, selon Hérodote et d'autres auteurs, mais les estimations semblent exagérées. Les recherches récentes semblent plutôt pencher sur une armée composée de 300 000 hommes, chiffre considérable en comparaison de la première guerre médique, où l'armée perse comptait environ 10 000 hommes. Au printemps 480 débute la deuxième guerre médique, 480-479. Xerxès fait construire un premier pont de bateau pour franchir l'Hellespont, mais celui-ci se brise. Une légende raconte qu'il aurait fouetté la mer pour la punir d'avoir rompu ce pont et ralentir sa marche en avant. Le grand roi de Perse fait percer l'isthme qui unit le mont Athos en Macédoine centrale, à l'est de la Chalcidique, au continent pour donner le passage à sa flotte. La plupart de ses navires venaient de ses vassaux, phéniciens, chypriotes. Il conclut une alliance avec Carthage, qui contrôle la majorité de l'île de Sicile, afin de priver la Grèce de l'appui des puissants monarques de Syracuse. Par ailleurs, de nombreuses villes ou régions grecques choisirent le camp des Perses, en particulier la Thessalie, la Macédoine, Thèbes et Argos. Xerxès est victorieux au cours de ses premières batailles, comme celle où la flotte grecque fut défaite au cap Artémision, mais fut retardé dans son invasion aux Thermopyles par le roi de Sparte, Léonidas, et ses 7000 hommes, dont les 300 Spartiates. Le lieu de la légendaire bataille est un étroit col de montagne nommé d'après les sources chaudes de soufre de la région, Thermopyles, qui signifie porte chaude. Situé sur la côte est de la Grèce, entre le golfe de Malte et le massif de Kallidromo, à environ 136 km au nord-ouest d'Athènes. Les Thermopyles sont un passage accidenté, escarpé, fait de broussailles épaisses, d'arbustes épineux et des collines abruptes, où le mauvais temps, puis torrentiel et chaleur torride étaient courants.
Ce col extraordinairement inhospitalier de plus de 6 km de long, moyen le plus rapide et le plus facile de progresser des plaines de Thessalie vers le centre de la Grèce, allait bientôt être le théâtre d'une bataille légendaire, un épisode épique de 3 jours immortalisé dans la littérature et l'histoire comme un exemple emblématique de résistance héroïque. Cependant, malgré les combats acharnés menés par Léonidas, celui-ci fut trahi par un Grec appelé Éphialtès, qui indique aux Perses un chemin pour prendre à revers le roi de Sparte. Après de rudes combats qui durent 3 jours, les 18, 19 et 20 août 480 avant Jésus-Christ, et malgré un sacrifice héroïque des Spartiates, les Grecs sont écrasés. Xerxès l'emporte, mais après avoir perdu 20 000 hommes, il dévaste tout d'abord la Béotie et l'Attique. Il s'empare de Thèbes, de Platée et entre dans Athènes sans rencontrer de réelle résistance. La ville avait déjà été évacuée sur ordre de Thémistocle, les habitants s'étant réfugiés sur les îles voisines de sorte que l'armée perse doit faire face uniquement à la seule garnison de l'Acropole. Après le pillage de la ville d'Athènes, Xerxès ordonne qu'elle fût brûlée et les temples détruits. L'Acropole a été rasée et le vieux temple d'Athéna ainsi que le Parthénon plus ancien ont été détruits. Les statues en l'honneur de Callimaque, stratège présent lors de la bataille de Marathon et de la victoire à la bataille de Marathon, ont été gravement endommagées par les Achéménides. La statue représentant Niké, déesse de la victoire, sous la forme d'une femme avec des ailes au sommet d'une colline dédicacée, fut également détruite. La tête de la statue et des parties du torse et des mains n'ont jamais été retrouvées. Xerxès a également emporté une partie de la statuaire, comme la statue en bronze d'Harmodios et d'Aristigonton, les tueurs de tyrans, récupérés par Alexandre le Grand dans la capitale achéménide de Suse 2 siècles plus tard. Les Athéniens et les Spartiates conduisent alors leur dernière ligne de défense à l'isthme de Corinthe et dans le golfe de Saronique. À l'Artémision, de grandes tempêtes détruisent les navires grecs et interrompent la bataille prématurément. Les Grecs durent une nouvelle fois battre en retraite face à la puissance et au nombre des Perses et se retrancher à Salamine, ultime refuge et lieu de résistance. Xerxès, avec un nombre très supérieur de navires dirigés par la reine Artémise, décide d'attaquer les Grecs pour en finir avec leur résistance. Mais malgré son avantage de 800 navires, le 29 septembre 480, sa flotte fut détruite par les Athéniens dirigés par Thémistocle et Eurybiade et leurs 200 navires. Bien qu'ils subissent un échec, ce ne fut pas une catastrophe. Xerxès, qui installe un camp d'hiver en Thessalie, attend patiemment. En raison de troubles dans Babylone, le grand roi Xerxès fut obligé de rentrer pour empêcher la propagation de la révolte. Il laisse sur place une armée sous le commandement du général Mardonios et regagne alors l'Asie mineure. Ce dernier décide de rester avec le reste des troupes achéménides dans le nord de la Grèce, car une nouvelle attaque serait inutile. Il a choisi certaines des meilleures troupes pour rester avec lui en Grèce, en particulier les Immortels, les Mèdes, les Scythes, les Bactriens et les Indiens. Mardonios décide de rester en Thessalie, sachant qu'une attaque sur l'isthme était inutile au vu de la puissance des Grecs. Mardonios a tenté de sortir de l'impasse en offrant la paix, l'autonomie gouvernementale et l'expansion territoriale aux Athéniens, dans le but qu'ils retirent ainsi leur flotte des forces alliées en utilisant Alexandre Ier de Macédoine comme intermédiaire. Les Athéniens se sont assurés qu'une délégation spartiate était sur place pour entendre l'offre, mais ils l'ont rejetée. Athènes fut ainsi évacuée de nouveau et les Perses marchent vers le sud et reprennent possession de la ville. Mardonios a entraîné une destruction encore plus complète de la ville, et certains auteurs ont estimé que la ville avait été véritablement rasée au cours de cette deuxième phase, qui selon Hérodote est survenue après la rupture des négociations de paix. Le général Mardonios trouve la mort en août 479 avant Jésus-Christ durant la bataille de Platée en Béotie par les troupes du général spartiate Pausanias qui occupe ensuite Byzance.
Sous la houlette d'Athènes et de Sparte, des cités grecques se sont unies dans une alliance militaire pour contrer les Perses, dont l'armée subit 3 défaites successives en mer dans la baie de Salamine à l'automne 480, puis à l'été 479 sur terre à Platée en Grèce, et enfin au cap Mycale en Asie mineure. De plus, en 478, menés par Athènes, les Grecs renforcent leur alliance en créant la Ligue de Délos et poursuivent leur offensive en direction du territoire de l'Empire perse, libérant des cités au passage comme Chypre. Lorsqu'il meurt assassiné en 465, Xerxès laisse un empire encore plus solide, en dépit du renforcement de la puissance d'Athènes et de la perte des îles et des cités du littoral d'Asie mineure, gagnées à la Ligue de Délos. Dans le même temps, les troupes de Xerxès doivent faire face à une 3e défaite, en août 479, lors de laquelle la flotte perse fut écrasée à la bataille du cap Mycale, sur la côte d'Ionie, par celle des Grecs sous le commandement du roi de Sparte, Léotychictas II. Il fut envoyé ensuite détruire le pont de bateau que les Perses avaient construit sur le Bosphore, mais une tempête fait le travail avant lui. Les Perses sont obligés d'abandonner leur possession d'Europe et Xerxès, battu, se résigne à rentrer à Suse. Profitant de cette déconvenue du grand roi, les cités grecques de la côte et de Chypre se révoltent. Celles-ci obtiennent leur indépendance au bout de 13 ans. Après les erreurs militaires en Grèce, Xerxès retourne en Perse pour superviser l'achèvement de nombreux projets de construction laissés inachevés par son père à Suse et Persépolis. Il a supervisé la construction de la porte de toutes les nations et de la salle des 100 colonnes à Persépolis, qui sont les structures les plus grandes et les plus imposantes du palais. Il a supervisé également l'achèvement de la Padana, du palais de Darius et du trésor, tous commencés par son père, ainsi que la construction de son propre palais, qui était 2 fois plus grand que celui de Darius Ier. Son goût pour l'architecture était similaire à celui de Darius, mais à une échelle encore plus gigantesque. Il avait posé de la brique émaillée colorée sur la face extérieure de la Padana. Il a également entretenu la route royale construite par son père et achevé la porte de Suse et construit un palais à Suse. La fin du règne de Xerxès Ier est mal connue et sur les événements de sa fin de vie, il y a peu d'informations. On sait juste que cette période fut marquée par des complots et le grand roi perse Xerxès Ier fut assassiné le 4 août 465 à Suse, dans un complot dirigé par Artaban, capitaine de la garde royale, ministre et haut dignitaire de la cour perse. Selon Stésias de Cnide, afin d'éviter les représailles, ce dernier fait accuser le fils du grand roi, Darius. Artaxerxès décide de croire les accusations et fait assassiner son frère. Mais informé de son erreur, il fait aussitôt mettre à mort Artaban. Hérodote, quant à lui, réfute cette histoire. Il nous dit qu'Artaban tue d'abord Darius, puis ensuite Xerxès. La date de la mort de Xerxès est connue avec précision par un texte inscrit en cunéiforme, où il est fait mention d'une éclipse lunaire partielle ce jour-là. Les défaites perses et l'assassinat de Xerxès encouragent de nouveau les Égyptiens à la rébellion. Comme on l'a vu, communément appelé Xerxès le Grand, il fut le 4e roi des rois de l'Empire achéménide, régnant sur ce vaste et puissant empire de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Il est le fils et successeur de Darius le Grand et descendant par sa mère de Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse. Xerxès règne jusqu'à son assassinat en 465 avant Jésus-Christ, des mains d'Artabanus, le commandant de la garde royale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.